Bonjour à vous, bienvenue à cette autre émission de Point Virgule. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de bonheur. Et quand j'ai fait l'émission Le Bonheur, eh bien, il y avait un gars en particulier que je voulais avoir pour quelques minutes d'entrevue pour nous parler de son bonheur à lui parce qu'il a écrit un livre sur le bonheur. Mais une fois que je lui ai parlé, eh bien, je me suis dit non, faut que je l'aie pour l'émission complète parce que c'est trop intéressant ce qu'il me dit. Alors, on l'accueille aujourd'hui, notre ami, qui est auteur, compositeur, interprète, écrivain, conférencier, vendeur, businessman, puis maison d'édition en plus. Hey, on l'accueille avec grand plaisir, c'est notre ami Étienne Drapeau. Vous l'avez reconnu, salut Étienne. Bienvenue chez nous. Ben oui, merci de nous avoir invités dans ta belle demeure, surtout ici dans ton bureau où tu travailles. Ben oui, écoute, c'est rare, honnêtement. J'ai presque 20 ans de carrière déjà, puis je pense que c'est la première fois que je fais une entrevue comme ça ici, chez moi. Là, vous êtes vraiment, vous pouvez pas être plus dans mon environnement de travail, de création. C'est ici que je compose et que j'écris toutes mes chansons, que j'ai écrit mes livres. Fait que bienvenue chez moi. Ben merci beaucoup. Écoute Étienne, moi je te connais depuis un bout, je te suis depuis fort longtemps. Et pour moi, tu es un gars qui est toujours de bonne humeur, qui a toujours le bonheur. J'ai l'impression que tu as le bonheur facile. À chaque fois qu'on te voit, tu es toujours souriant et tout. Ça t'arrive-tu des fois que ça fonctionne pas? Ça arrive, puis souvent, pas mal plus qu'on le pense. Et tu sais, je me suis questionné à savoir est-ce que ça existe sans avoir le bonheur facile. Puis probablement qu'il y a des gens qui sont prédisposés un peu génétiquement à peut-être à l'être un petit peu plus, mais je pense que le bonheur, ça se travaille. Je pense que, oui, je suis souvent souriant, mais j'ai appris à sourire à la vie, même à travers les épreuves. J'ai développé ma propre philosophie de vie, du bonheur axée sur la gratitude et la pensée positive. Puis peu importe ce qui arrive dans ma vie, quand je me réveille le matin, je suis heureux, je suis dans la gratitude, je remercie la vie. Puis quand je me couche le soir, je suis heureux, puis je remercie la vie. Même si tu as des embûches en cours de route? Oui, parce que j'ai compris que les épreuves, la douleur, la souffrance, ça fait partie intégrante de la vie. Tu sais, dans la vie, on se dit pas, mon Dieu, c'est donc bien plate qu'il y ait 8 puis 10 heures de nuit. Hein. On aimerait ça vivre de jour tout le temps. On aimerait ça qu'il fasse soleil tout le temps. Mais il y a des journées de pluie, puis c'est inévitable. Fait que la vie, c'est l'alternance en parfaite symbiose du jour et de la nuit, de l'obscurité et de la lumière, de l'ordre et du chaos. Tu sais, le yin et le yang. Donc, ça fait partie de la vie. Quand on a compris ça, quand on a accepté ça, la vie est beaucoup plus facile. Moi, je le dis souvent, l'acceptation de la souffrance et de la douleur, c'est la plus grande forme de courage. Donc, quand tu as compris ça, après ça, on dirait que la vie est beaucoup plus facile. Puis c'est sûr qu'elle n'a pas été facile pour toi parce que à tes tout débuts, il t'est arrivé quand même quelque chose d'assez gros, hein, si on peut le dire. Ton rêve s'est écroulé. Parlons-en du début de ta carrière. En tout début, tu voulais être hockeyeur. Tu voulais jouer au hockey. Tu avais même été repêché par les Canadiens de Montréal. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Quel âge avais-tu pour Écoute, ça, c'était mon plus grand rêve pour moi. Toute ma jeunesse, là, j'ai fait du piano classique de 5 ans à 15 ans. J'avais deux grandes passions, la musique et le hockey. Mais à partir de 10, 11, 12 ans, mes murs de ma chambre de petit garçon étaient une tapisserie de tous mes joueurs de hockey préférés, des Nordiques de Québec, Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Je ne vivais et ne mangeais respirais que pour ça. J'ai déjà dormi avec mes patins dans mon lit et des patins nœuds. Écoute, et puis à 18 ans, j'ai été repêché par le Canadien de Montréal. Donc moi, dans ma vie, j'allais pas devenir chanteur. Moi, j'allais être joueur de hockey. Il n'y avait aucun plan B. Et à l'âge de 20 ans, juste avant d'arriver vers les professionnels, j'ai eu une déchirure complète de l'aine. J'ai manqué toute ma saison de mes 20 ans, reconstruction complète. Donc, à ce moment-là, ma vie est quasiment comme terminée. Là. Je vois tout mon univers. S'écroule. Mon rêve s'écroule, mon univers. Ouais. Et puis, il y a deux amis de filles qui ont la bonne idée de me dire, là, Étienne, là, je suis en béquille, je suis plus capable de marcher quasiment, puis je suis ça déprime. Puis qui va vouloir d'un joueur de hockey qui a passé un an sans jouer? Ils me disent, on te sort, là, on t'amène au voûte Napoléon, une boîte à chansons. Et moi, je commençais à peine à jouer de la guitare puis à chanter. J'avais un ami à 19 ans qui avait fait cégep en spectacle, je l'avais vu, puis il m'avait montré à jouer de la guitare, puis ça avait été un coup de foudre immense. Puis je commençais à chanter un petit peu, et là, je rentre dans une boîte à chansons. Puis là, je vois le gars en avant qui chante, puis les filles partout qui chantent, puis qui trippent, puis le monde qui embarque avec lui, puis là, je fais révélation, je fais c'est ça que je veux faire dans la vie. Mais t'avais jamais chanté, là, toi, avant, là? Pratiquement pas, à peine, juste chez moi. J'avais commencé à écrire des petites chansons parce que j'écrivais depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Fait que tout de suite, quand j'ai pris la guitare, moi, une semaine ou deux après, j'écrivais mes premières chansons. Et puis là, ça a été la révélation, j'ai commencé à chanter. Puis à chaque année que je retournais, je m'accrochais à mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Je retournais jouer professionnel aux États-Unis à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans.
Puis là, le hockey, ça diminuait, puis la passion pour la musique montait comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit non, moi dans la vie, je suis pas un joueur de hockey, je suis un artiste, je suis un chanteur. Fait que je suis allé chanter dans les bars à temps plein et 2 ans après, Star Academy est arrivé, j'ai auditionné, ça a été la porte d'entrée pour moi dans le showbiz. Ben écoute, c'est quand même assez impressionnant de se faire inviter à Star Academy après 2 ans de chansons, là. Je veux dire, quand même, il faut être bon en Moses pour se ramasser là. On était beaucoup en audition, on était 14 000 la première année, 10 000 la deuxième année. Toi, c'était en deuxième année. Moi, c'était la deuxième année. Mais je te dirais qu'il y a eu quelques moments charnières dans ma vie où je savais que quelque chose était pour moi. Avant d'aller auditionner à Star Academy, j'ai dit à ma mère avant de partir, j'ai dit, maman, j'ai dit, ils vont me prendre. C'est mon année, je te le dis, je te l'annonce officiellement. Il n'y a aucune autre option. Je m'en vais là-bas, je sais exactement quoi faire, quoi chanter, ils vont me prendre. Et puis, c'est arrivé. J'ai été choisi comme ça. Un autre moment dans ma vie, quand j'ai auditionné pour le rôle de Don Carlos dans Don Juan, j'ai repris le rôle de Mario Percha. Je suis arrivé en audition devant Félix Gray, le grand auteur-compositeur. Puis je suis arrivé devant lui, je suis rentré à l'audition, je l'ai regardé, je me suis Gray, j'ai arrêté de chercher, c'est moi votre rôle. J'ai dit, ça sera pas personne d'autre que moi, c'est moi qui va le faire. Et là, lui, il m'a regardé, il riait, puis en sortant de mon audition, il dit, je te donne le rôle. Fait qu'il y a une couple de choses, des fois, comme ça, on appelle ça l'instinct, le gut feeling, en anglais, la synchronicité. Je pense que le monde psychologique, le monde de l'intuition spirituelle, tu sais, quand on dit on va manifester quelque chose, quand on va y rêver, quand on va le visualiser, ça a souvent une influence sur le monde matériel, sur le monde physique, je pense. Parce que quand tu veux quelque chose à un point tel que tu le manifestes, tu le vois, tu le rêves, tu en manges, je pense que tu l'attires, tu dégages une énergie, puis ça, les gens le ressentent. Positif apporte le positif. Absolument. Ça, c'est une chose. Mais, tu sais, là, tu viens de parler que tu as eu un gros échec, entre guillemets, qui n'est pas un échec, mais que ton rêve s'est écroulé à l'âge de 20 ans, 20-21 ans. Tu es appelé à Star Academy, c'est merveilleux, mais t'es le premier qui est retiré de Star Academy. Un autre, tu sais, comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? Tu vois, la différence, tu sais, quand on dit voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, j'aurais pu être découragé. Le jeune qui avait été éliminé l'an premier, l'année d'avant, les humoristes s'en étaient moqués, ça avait été difficile. Et je me disais, avant d'aller à Star Academy, je me disais, il peut arriver n'importe quoi, je veux juste pas être le premier éliminé. Je me rappelle de m'être dit ça. Puis ça tu l'as envoyé dans l'univers. Ouais, probablement, quand je te disais que le monde, des fois, psychologique attire, on attire. Fait que, écoute, je suis le premier éliminé et j'ai été déçu une demi-seconde. Quand j'ai été éliminé, j'ai fait, hey, au lieu de voir ce que j'ai perdu, regarde la chance que j'ai, je suis là. Il y a 3 millions de personnes qui m'ont vu 2 émissions. Tout de suite après, pendant l'émission, ils me font ma petite entrevue, puis je dis, regardez-moi bien aller. J'ai dit, je suis le premier éliminé. Je dis, moi, je m'en vais pas me faire à croire, je suis devenu une vedette, parce que j'ai passé 2 émissions à la TV, puis tout le monde me connaît, puis je suis dans les revues, parce que ça change ta vie du jour au lendemain, que tout le monde savait mon nom au Québec. Là. J'ai dit, moi, je m'en vais chez nous, je m'en vais continuer à écrire des chansons, je m'en vais en studio, puis un jour, vous allez entendre parler de moi, puis ça changera rien que j'ai été le premier éliminé. Ben, c'est pour ça que tu m'impressionnes à quelque part, parce que toi, t'as pas baissé les bras. Tu sais, tu t'es fait éliminer de Star Academy, puis tu as dit non, un instant, moi, c'est ça que je veux, c'est là que je m'en vais, puis je vais me rendre là. Puis c'est ce que tu as fait en 20 ans. Fait que donc, tu es sorti de Star Academy, puis tu t'es dit, pas longtemps après, je pense que c'était 1 an ou 2, tu as fait un premier album? 2 ans après, ouais. 2 ans, tu as dit, moi, je fais un premier album et je pars. Fait que tu as fait ça tout seul ou tu as fait ça avec des gens en arrière qui t'ont aidé? Écoute, moi, j'avais un contrat de 5 albums avec Production J et Québécois à l'époque. On était liés. Tu vois, Annie Villeneuve, elle rendait 20 ans de carrière. Elle n'a pas encore fait son 5e album. Elle était jusqu'à récemment encore liée. Elle devait encore faire son prochain album avec eux autres. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, moi, je suis prêt. J'ai toutes mes chansons, je veux faire un album. Ils m'ont dit, parfait, on va écouter tes chansons, mon nous ça. J'ai fait écouter ça aux gens de Production J. La première chanson sur mon démo en guitare-voix, c'était Je l'ai jamais dit à personne. Je l'ai jamais dit à personne. J'ai souvent menti à l'amour. Et puis, on me rend compte après ça, on me dit, Étienne, c'est pas mauvais ce que tu fais, mais malheureusement, on peut pas faire d'album avec toi parce que c'est pas mauvais, mais t'as pas vraiment de hit. Oh my God. Ah, tu sais, quand tu dis encore une autre affaire. Puis moi, je suis pas négatif dans la vie, puis j'en veux pas. Puis j'ai fait, ah ouais, tu sais quoi, on va se serrer la main, il n'y a pas de problème. Merci pour tout, laissez-moi aller, libérez-moi. Fait que le contrat était annulé à ce moment-là. Ils m'ont fait la plus grande joie au monde, ou tu sais, le plus beau cadeau. Ils ont dit, parfait, Étienne, regarde, on va te donner ton release. Donc, ils m'ont libéré de mon contrat. Puis moi, je suis parti pendant 2 ans en tournée. J'ai fondé ma propre compagnie, Production Étienne Drapeau. Là, j'ai fait un projet qui s'appelait Étienne et ses invités. J'ai pris d'autres de Star Academy, puis on a fait 2 ans de tournée. J'ai ramassé mes sous et j'ai payé mon premier album, fondé ma propre. Il y a 20 ans, j'ai fondé ma propre compagnie de disques. Il n'y a personne qui faisait ça. Aujourd'hui, 80% des artistes sont autoproducteurs, mais à l'époque, il n'y avait personne. Si tu n'avais pas une compagnie de disques,
c'était fini. Puis moi, j'ai dit, m'en faire mes choses moi-même. Puis 2 ans après, je lance ma première chanson. Je ne l'ai jamais dit à personne. Et qui a fait un succès terrible. Qui a fait un succès monumental. Ben TVA oui. l'a mis dans ses publicités. Et j'ai eu ma première nomination comme chanson de l'année à la disque. J'étais en nomination avec Michel Rivard, Isabelle Boulay, Jean Leloup, Mario Pelchat à l'époque. Puis avec la même chanson qui était la première chanson sur mon démo sur laquelle on m'avait dit 2 ans auparavant, t'as pas de hit. On doit se mordre les doigts aujourd'hui. Ben, je sais pas. Ils attendent pas après moi pour vivre. Hein? Chez Production Jeux Québécois, je pense que ça va bien leur affaire. Puis tu sais, je le dis pas aujourd'hui avec un sentiment de vengeance, mais tu sais, c'était... Parce que des fois, on sait pas où on s'en va, hein? C'est ça l'histoire, là. Ben, tu sais, puis d'avoir cru en moi, d'avoir mis mes sous, même une autre chose que je pourrais te dire, à mon 3e album, j'avais eu des gros soucis financiers, j'avais eu des associations d'affaires qui avaient mal fonctionné, et puis j'ai hypothéqué ma maison. À l'époque, ma petite maison à Laval, j'ai pris tout l'argent que j'avais mis dans cette maison-là pour investir sur mon 3e album. Mon père est devenu mon gérant, on a mis tout ce qu'on avait, et l'album est devenu la chanson « T'es ma femme, t'es la plus belle », qui a été mon plus gros hit en carrière, qui ça a fonctionné. Donc, tu sais, j'ai toujours cru en moi dans tout ce que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir mon père qui est mon gérant, qui m'aide beaucoup. On a une famille très tissée, serrée. Fait que, tu sais, moi, toute ma vie, j'ai travaillé fort pour avoir ce que j'ai, mais j'ai toujours été positif. J'ai toujours été quelqu'un qui croyait au bonheur, qui faisait le choix du bonheur. J'ai toujours eu comme mission de vie, je pense, de faire le bien dans ma vie. Peu importe dans ce que je fais, quand j'écris mes livres, quand j'écris des chansons, quand je rencontre les gens. Moi, une entrevue, une promotion, c'est jamais comme aujourd'hui, je fais une entrevue de la promo. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je rencontre un être humain que je connaissais un petit peu, mais aujourd'hui, tu sais, je t'accueille chez moi, on jase, on a du fun, on connecte. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. C'est ce que j'ai privilégié, l'être humain avant tout, le contact, faire du bien. Tu sais, j'espère que tu vas sortir d'ici aujourd'hui, puis que tu vas être, je sais pas, dans une énergie positive. Tu vas dire, hey, j'ai passé une belle journée, pas je suis allé faire une entrevue avec un artiste, puis mon Dieu, qui était au-dessus de ses affaires. Tu comprends? Je n'étais même pas rentré ici, que j'étais déjà très positif, très heureux. Écoute, t'en parles de ça, puis ça me fascine aussi. T'es une personne qui a un énorme cœur. T'es très généreux. T'as fait beaucoup de missions humanitaires dans ta vie. Hein? Ouais. Tu t'es promené beaucoup d'un pays à l'autre pour aller porter ta musique, pour aller donner ton aide aussi, et ainsi de suite. T'es même aussi porte-parole pour Sainte-Justine. T'es même ambassadeur pour Opération Enfant Soleil. Écoute, ça vient d'où, ça, ce besoin-là d'aider les autres et Ça vient d'où, ça? Depuis quand t'as ça? Intrinsèquement, ça me vient probablement de ma mère qui a travaillé toute sa vie avec les autres, qui a été préposée bénéficiaire, mais que toutes ses amies appellent Mère Teresa, puis elle aurait pu être psychologue dans sa vie parce qu'elle a aidé tellement de gens dans sa vie. Fait, je pense qu'à la base, ça me vient d'elle, mais ensuite, je dirais à 30 ans. En 30 ans, il y a eu un gros déclic dans ma vie où j'ai commencé à m'impliquer beaucoup dans l'humanitaire. Et que j'ai réalisé que je voulais pas regarder plus tard derrière et me décrire comme personne ou comme artiste seulement parce que j'avais accompli au niveau professionnel, dire « Ah, j'ai eu tant d'albums vendus, tant de numéro 1, j'ai fait tant de spectacles à tel endroit. » Je me dis, il faut que plus tard dans la vie, je sois aussi fier de l'être humain que je suis, de ce que j'ai fait de beau dans ma vie pour les autres, outre le travail d'auteur-compositeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des voyages humanitaires au Maroc, en Éthiopie, au Sénégal, avec Sainte-Justine, avec une fondation qui s'appelait la Fondation des Jeunes pour un développement durable. Fait que j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires. Avec l'équipe de Sainte-Justine, écoute, dans les salles d'opération, j'ai vu des petits Éthiopiens, des Sénégalais, tout petits, des petits enfants de 6 mois, 1 an se faire opérer. J'ai vu leur petit cœur ouvert comme ça, en train de battre, se faire réparer. Les cardiologues, les chirurgiens m'ont amené en salle d'opération. Wow. Écoute, je t'en parle, j'ai des frissons, là. Tu sais, en Éthiopie, c'est un pays de 90 millions d'habitants, il y a un seul hôpital dans tout le pays qui pratique la chirurgie cardiaque. Donc, si tu viens au monde avec une malformation cardiaque, tu es presque condamné. C'est un des pays les plus pauvres de tout le continent africain, au monde, en fait, l'Éthiopie. Fait que, tu sais, c'est spécial de voir ça dans la cour intérieure de l'hôpital, voir arriver des centaines de familles avec leurs enfants malades dans les bras pour les faire évaluer. Et les gens de Star Academy étaient là pendant 2 semaines. Ils pouvaient en opérer 2 par jour, donc 14 au total. Et ils devaient choisir lesquels 14 auraient peut-être une chance de survivre. C'est horrible. Je te le dis, là, puis, tu sais, ça vient me chercher, puis c'est comme quand j'y repense, là, tu sais, ça me... le cœur me fait ça, tu sais. Puis quand tu vois ça, j'aimerais ça que tout le monde puisse voir ça. Tu sais, si tout le monde avait eu la chance de voir ce que j'ai vu, je vais te dire une affaire estique. Je m'en allais dire un gros mot, là. On serait plus humain, puis on arrêterait de s'en faire, puis on arrêterait de se chicaner avec des niaiseries, puis de s'en faire pour des histoires de chicanes de clôture avec nos voisins, ou même dans l'industrie. Dans tous les jours, je trouve qu'on a un devoir de faire le bien, d'arrêter. Tu sais, on chiale qu'il y a des guerres dans la vie, mais on a de la misère à s'entendre avec nos voisins, on a de la misère à s'entendre avec les gens de notre propre famille. Ouais. Fait que, tu sais, ça commence avec l'individu, ça commence avec nous. Il faut arrêter de penser que, tu sais, des fois, pour faire le bien, on va penser qu'il faut donner de l'argent ou qu'il faut être quelqu'un qui a du pouvoir, il faut ouvrir une école en Afrique ou faire des gros... Non, c'est d'être
d'avoir de la compassion, de l'empathie avec la personne en avant de toi. La personne qui a de la peine, qui est triste, qui est là, qui te parle bête une journée, tu sais pas ce qu'elle a vécu. Quand tu vois ça, puis je me dis, moi, au Québec, on vit dans des conditions extraordinaires. Moi, je suis pas riche à millions, là, mais j'ai juste une belle petite maison, puis je suis bien, puis chaque jour, je me réveille, puis je regarde ma maison, puis mon bureau, puis ma piscine, puis je suis comme, à tous les jours, je suis émerveillé. À tous les jours, je suis chez nous, je fais, merci mon Dieu pour ce que j'ai. Puis je me demande, est-ce que je suis comme ça parce que j'ai vécu ça? Ou c'est parce que c'est comme ça? Je me demande de quel bord la roue tourne. Est-ce que c'est à force? Mais je pense que je l'ai la réponse parce que tu as un phénomène dans ton cerveau qui s'appelle la neuroplasticité, où ton cerveau, il est remodelable, il est comme de la plasticine, de la pâte à modeler. Et plus tu envoies du positif, de la gratitude, de l'amour à ton cerveau, tu développes des connexions neuronales qui font que tu vas plus dans ces états-là. Ça, c'est prouvé scientifiquement, la neuroplasticité. Tout ce que tu envoies à ton cerveau, c'est comme des autoroutes que tu empruntes. Quand tu t'envoies quelque part, la première fois que tu y vas, tu cherches, puis c'est long. Puis quand ça fait 50 fois que tu fais le même chemin, après ça, tu y vas les yeux fermés, en écoutant de la musique, en parlant au téléphone, ton cerveau, il va direct. Donc, aller vers le positif, aller vers la gratitude. Ça se travaille. Ça se travaille, oui, absolument. Mais écoute, le fait d'avoir le bonheur comme ça dans toi, le fait d'avoir cette gratitude-là, tu ne l'as pas depuis que tu es venu au monde. Là. Je veux dire, ça s'est développé à un moment donné. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et on va revenir et on va parler quand est-ce que ce switch-là a été fait vers le bonheur parce que je pense que tu as la solution idéale. Restez là, on vous revient. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. Nous sommes de retour avec notre ami Étienne Drapeau. Étienne, juste avant la pause, on parlait du bonheur, que tu n'as pas toujours eu le bonheur dans ta vie. Je crois qu'à un moment donné, c'était à un moment spécifique, à un moment tournant de ta vie, là, qui est arrivé quelque chose, probablement vis-à-vis du hockey, là, quand tu étais hockeyeur. Et c'est là que tu as décidé de faire le switch au bonheur. C'est à peu près ça? Oui, ça a été un moment effectivement marquant, comme tu l'as mentionné, à l'âge de 20 ans. Où j'avais été, après mes blessures dans le hockey, tout ça, j'avais réussi à obtenir un essai comme joueur autonome avec les Sénateurs d'Ottawa. Et là, je m'en vais dans leur équipe école dans la Ligue américaine, les Vipers de Détroit, dans la Ligue internationale. Et je réussis à faire quelques matchs au début de la saison et à un certain moment, ça allait bien, puis je jouais bien. Mais il y a des joueurs qui descendent de la Ligue nationale dans le club école, donc on m'envoie dans une ligue encore plus bas. Et là, je suis découragé, j'ai de la peine. Et dans l'équipe, il y a un gars qui a joué pour les Nordiques de Québec, un grand défenseur qui s'appelait Craig Wolanen, qui était marié avec une fille de Charlebourg, qui avait connu à Québec dans le temps des Nordiques. Donc, je suis très proche de lui, puis il m'invite souvent à souper, puis c'est le fun, je parle français avec sa femme, puis il me dit, Étienne, il dit, je vais te donner ce livre-là, je sais que tu trouves ça dur. Il me donne un livre qui s'appelle Ne vous noyez pas dans un verre d'eau de Richard Carlson, un psychologue, un docteur. Et ça a été un avant puis un après dans ma vie avec ce livre-là. Il y a vraiment eu un avant. C'était mon premier livre de psychologie ou de développement personnel que je lisais parce qu'avant ça, je lisais presque juste de la littérature, de la poésie. Et ce livre-là m'a marqué ses 100 conseils de la vie de tous les jours pour voir la vie du bon côté, pour faire le choix du bonheur jusqu'à un certain point, d'une autre manière. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire un livre, 2 livres par semaine de psychologie, de développement personnel, de philosophie. Et je me suis forgé toute une philosophie, une façon de vivre et de voir la vie axée sur le bonheur, la gratitude, la pensée positive, que j'ai travaillé pendant 20 ans, je te dirais, 20-25 ans jusqu'à aujourd'hui, et ce qui est devenu mon livre, Faire le choix du bonheur. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai trouvé, expérimenté, approfondi, je l'ai mis dans un livre. J'ai dit aux gens, tu sais, moi, là, je suis pas meilleur que qui que ce soit, je prétends pas détenir la vérité. C'est juste l'expérience que tu as eue avec les années. Toute l'expérience, tout ce que j'ai trouvé qui m'a permis de me dire je suis heureux tous les jours de ma vie, qui m'a permis de réaliser mes rêves, qui m'a permis d'avoir quand même du succès dans beaucoup de domaines dans lesquels j'ai évolué. Je disais, hey, je mets ça là-dedans, puis je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Effectivement. Puis c'est là, les gens sont pas obligés de l'acheter, hein, mais il y en a 7000 qui l'ont acheté. Ah, mais tu sais, puis je dis souvent, si les gens, dans un livre, dans une formation, dans une entrevue, si les gens entendent ou lisent un concept, une phrase, une idée, puis qu'ils l'appliquent dans leur vie, que ça fait une différence, ben c'est déjà énorme. T'sais. Puis, ce qui est intéressant, ce que tu as soulevé comme point, quand on en a parlé à l'autre émission, c'est que le bonheur, ça se gagne pas de même. Tu sais, ça arrive pas du ciel. Tu dis, bon, mais tiens, aujourd'hui, je suis heureux. Le bonheur, ça se travaille. Et c'est ce que tu as fait. Tu as travaillé pour ton bonheur en produisant tes propres albums, en produisant tes propres concerts, en écrivant des livres parce que tu es écrivain. Tu as sorti ton premier livre en quelle année? Pendant la pandémie, ça, c'était 2020.
La pandémie, c'était 2020 ou 2021? 2020, je crois. 2020. Ouais. Tu as sorti ça en 2020. Ouais. Fait que tu travailles ton bonheur à tous les jours pour être heureux, finalement. Puis je reviens un petit peu en arrière en disant que, bon, ça a bien été pour toi. Tu as eu une petite pause, une petite passe, si on peut dire, en 2010 avec un problème financier. Mais à tous les 2 ans, tu as sorti un album. Là, on arrive en 2020, la pandémie. La pandémie, on est pris à la maison, on peut plus sortir, on peut plus gagner d'argent, parce que toi, tes sous, tu les fais en faisant des spectacles, en rencontrant les gens. Mais tu t'assis pas sur, excusez l'expression, sur ton steak. Hein? Tu t'assis pas sur ton steak, tu dis, moi, je vais faire des choses. Puis c'est là que tu as commencé à écrire ce fameux bouquin-là. Ça fait longtemps que tu avais ça dans la tête, d'écrire un livre comme ça? Moi, je lis, j'étais un passionné de littérature, de poésie depuis l'âge de 12 ou 13 ans. On avait des bibliothèques chez nous. Fait que moi, ça a toujours été un rêve d'écrire un livre. 2 fois, à 25 ans, quand j'ai auditionné à Star Academy, j'ai écrit ce qui était la moitié d'un livre que j'ai jamais publié. C'était Journal d'un académicien. Puis je mettais tout ce que j'avais rêvé là-dedans. Puis après ça, à l'âge de 30-32 ans, avec les voyages humanitaires, j'avais commencé un livre qui s'appelait Le monde est beau, sur l'humanitaire, un 10-12 000 mots. Je ne l'ai pas terminé. Là, quand la pandémie est arrivée, j'ai dit, là, c'est ma chance. Tu vois, encore une fois, prendre un événement négatif. Ouais. Pour la première fois de ma vie, mon agenda était vide, on annule tous mes shows. Hey, c'est une chance, je peux enfin écrire mon livre. Au lieu de, j'ai perdu mon argent, j'ai oublié tout, j'ai plus de spectacle, j'ai plus de revenus. Non, j'ai transformé ça, j'ai écrit ce livre-là qui a super bien fonctionné. Donc, ça m'a donné la piqûre. Assez que j'ai eu envie d'en écrire un deuxième. Oui, il est tout récent, lui-là. Lui, j'ai en train de le lancer. Ben oui. Puis tu vois, il y a une raison pour qu'elle appelle lui est blanc. Tu sais, tantôt, je te parlais l'ombre et la lumière, oui. l'ordre et le chaos, le yin, le yang, le jour, la nuit. Ben, c'est un peu ça. Celui-là est sur le bonheur, celui-là est sur la souffrance et les épreuves. Donc ça, c'est tous les trucs que j'ai trouvés dans ma vie pour faire le choix du bonheur. Et ça, dans les dernières années, j'ai vécu des moments plus difficiles. J'ai une conjointe qui était malade. On a eu de l'Alzheimer pour quelqu'un de très proche dans notre famille qu'on a pratiquement perdu. Donc, je me suis beaucoup questionné sur les épreuves, la souffrance, le sens de la vie, la douleur, le deuil. Et j'avais pas les réponses. Donc, j'ai écrit pour trouver un sens à tout ça, à toutes ces épreuves-là. Il fallait que je donne un sens à ça. J'ai écrit une phrase dans ce livre-là qui disait « Un être humain peut être anéanti par la douleur, mais il peut pas être détruit par une souffrance dont il a trouvé le sens. » Donc, j'ai compris aussi qu'il fallait arrêter de quémander le sens de la vie, puis de poser des questions à la vie, puis de comprendre que c'est la vie qui nous pose les questions. La vie, c'est un test. C'est à nous à trouver les réponses. Si tu es un professeur, tu ne lui demanderas pas. Si tu vas à l'université et qu'on te donne toutes les réponses, qu'est-ce que tu as appris? Rien. Fait que c'est à toi à trouver les réponses et c'est ça que j'ai fait dans ce deuxième livre-là. J'ai cherché des questions. Encore une fois, je me dis, les gens qui passent à travers une période de deuil, de dépression, une rupture ou un échec amoureux ou la maladie, bien, je pense que les gens vont trouver des pistes de solutions et des réponses à leurs questions là-dedans. Parce que moi, j'ai passé au travers, je l'ai réfléchi puis j'ai décidé d'écrire là-dessus. Est-ce que tu parles de tes épreuves dans ce livre-là? Tes épreuves absolument, à toi? Absolument. Je passe à travers tout ça et je pose les questions puis je pense avoir trouvé une façon de comprendre la douleur, de comprendre les épreuves, de comprendre que ça fait partie intégrante de la vie. Tu sais, je fais une analogie, des fois, j'ai le marin qui est pris en mer dans la tempête, il voit une immense vague de 50 pieds arriver, là, mais la vague, elle peut le détruire. Ouais. Il peut pas aller, mais il peut pas aller nulle part. Il peut aller ni à gauche ni à droite, il doit l'affronter. Sauf que la vague, elle peut le détruire, mais elle peut aussi l'amener plus loin. Donc, je vous compare un peu la douleur, l'épreuve à cette vague-là. On le sait qu'elle arrive. Elle va arriver un jour. Si tu n'en as pas d'épreuve dans ta vie puis ça va bien, tant mieux, profite-en. Mais c'est rare, puis ça va arriver. C'est inévitable. Donc, prépare-toi. Sois prêt à l'affronter, la douleur, l'épreuve. Et puis, quand elle va arriver, tu vas être moins décontenancé. Tu vas être prêt à l'affronter, puis compose avec elle. Écoute, moi, je veux parler en terminant, parce que l'émission s'achève, de ton dernier album que tu as sorti tout récemment. Ça fait pas si longtemps, 1 an, je pense. Ça se peut dire? Oui, bien, j'ai sorti un album de Noël, juste à Noël dernier, et avant ça, le 8e, qui était le 9e album. Et juste avant, le dernier album officiel de chansons originales, c'est l'album Le Pont, mon 8e album en carrière. Puis il y a 2 chansons sur ça, et je les ai notées parce que je veux pas les oublier. Premièrement, il y a une chanson que tu fais qui s'appelle « Veux-tu faire ta vie avec moi? » Oui. Ça, là, c'est merveilleux comme chanson, mais ça, y a-tu comme un sous-message en dessous de ça qui parle peut-être de mariage avec ta copine? Bien, ça, il faudrait le demander à la principale intéressée si elle a compris un sous-mariage, mais il y a certainement une promesse d'amour. J'en ai pas parlé souvent de ça, mais je pense que le fait de s'engager auprès d'une personne, de dire « Hey, je m'en vais plus nulle part. » T'es un paquet de troubles, j'étais un paquet de troubles, tu connais mes défauts, je connais tes défauts, mais à partir de maintenant, moi et toi, c'est comme ça, puis on s'en va plus nulle part. Fait que les épreuves, on les affronte, on sait qu'on a passé à travers tout, on est plus fort que tout. Ça t'amène
une communion, une force, une union que j'ai jamais connue auparavant. Okay. Fait que c'est un peu ça l'essence de cette chanson-là. On a lancé un beau vidéoclip, je sais pas si tu l'as vu, à peine il y a quelques semaines que ma conjointe et moi... Je suis sûr qu'ils vont se marier bientôt, moi. Ah, ça, ben écoute, à suivre! Mais on a fait ce beau vidéoclip-là, les gens peuvent aller le voir. Veux-tu faire ta vie avec moi? Qu'on a tourné en République dominicaine, dans un endroit paradisiaque aussi, à Santo Domingo, dans la zone coloniale, une vieille architecture espagnole, historique, la plus vieille... Santo Domingo est la plus vieille ville des Amériques, première que Christophe Colomb a découvert, donc l'architecture coloniale espagnole là-bas, c'est magnifique. Fait que ça, c'est ma plus belle chanson que j'ai écrite de toute ma vie, selon moi. Ben là, je terminerai pas tout de suite là-dessus parce que je veux pas terminer sur une note négative, mais la chanson « Je serai là », qui parle d'Alzheimer. Pourquoi écrire une chanson sur l'Alzheimer? Tu nous as soufflé un mot tout à l'heure. Oui, tu vois, je te disais que je l'ai jamais dit à veux-tu faire ta vie avec moi? Et ma chanson préférée d'amour que j'ai écrite de toute ma vie, ben Je serai là, c'est ma chanson la plus profonde, la plus touchante, la plus triste que moi j'ai écrite de toute ma vie. On a quelqu'un de très près de nous dans notre entourage qu'on est en train de perdre ou qu'on a pratiquement perdu. Et tu sais, devoir faire le deuil d'une personne qu'on est qui est toujours là, on dirait que c'est la pire chose au monde. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main. Tout bas je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Quand les jours et le temps qui file auront enfin cette vidéo-là que tu as mise sur YouTube, j'ai jamais été capable de l'écouter au complet. Ah oui, est-ce que tu as des gens dans ton entourage? Ah, OK. Ma mère, 101 ans. 101 ans, ah oui? 101 ans, ma mère, puis elle est Alzheimer, puis j'ai jamais été capable. Je t'en parle, là, puis j'ai un petit peu les yeux. Je le vois. C'est ça. Ça vient chercher cette... Comment tu as fait pour réussir à interpréter ça devant le monde? Écoute, si les gens ont vu ou regardent justement la vidéo « Je serai là », vont voir que je n'ai pas réussi à l'interpréter au complet parce qu'en plein milieu de la chanson, j'ai cassé. La vidéo que les gens voient sur YouTube, c'était la première fois que je l'interprétais live. C'était en pleine pandémie, je faisais un spectacle live, puis on filmait le spectacle, donc à ce moment-là, je suis arrivé, puis c'est la première fois, je me demande même, je pense que l'album n'était pas encore sorti. Et je l'ai joué, puis en plein milieu, la voix me casse. J'étais obligé de continuer, j'invente. Ouais. Je continue, puis je joue, puis là, je suis comme... C'est là que j'ai arrêté. Ouais, c'est là que j'ai arrêté, plus capable. Écoute, moi, j'étais plus capable de chanter, fait que là, j'ai continué à pianoter, je me suis replacé, mais tout le long, on voit que, tu sais, puis à un moment donné, je joue juste d'une main, je continue, puis j'ai suivi là, parce que là, j'ai le visage plein de larmes, tu sais, puis cette chanson-là, à chaque fois que je la joue, je suis pas capable de l'interpréter sans avoir le cœur qui me... C'est quelque chose. Tu sais, c'est ça la vie, c'est rempli d'épreuves, puis de moments difficiles, tu sais, c'est compliqué, c'est pas pour rien que je me suis questionné autant sur la vie. Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Quand ma blonde était malade, quand on vit ça, des fois, tu regardes en haut et tu te dis, ah, ouais, pourquoi? Pourquoi? Tu sais? Puis il faut que tu donnes du sens à ça. Parce que si tu trouves pas une raison de vivre, si tu trouves pas un sens à l'épreuve, tu souffres pour rien. Fait que tu sais, c'est ça, je reviens souvent là-dessus, mais on va tous souffrir. Fait qu'il faut que tu donnes un sens à l'épreuve. Il faut que tu trouves une raison de vivre à chaque moment de vivre. C'est pas assez de se contenter de vivre. Il faut trouver une raison de vivre à travers chaque moment, aussi heureux que des moments tristes. Puis c'est ça qui, au final, fait que la vie est belle quand même. Les chansons, les albums, les spectacles, les livres, les conférences, on peut tout retrouver ça sur ton site Internet, oui. qui est etiennedrapeau.ca. Absolument. Puis achetez-le, je pense que ça vaut la peine. Puis là, je sais que tu m'as dit non avant, mais là, tu n'as plus le choix parce que ça va être pris sur caméra, mais c'est un cadeau. Je te les offre, mes deux premiers livres, mon cher ami, pour te remercier pour cette belle entrevue-là. Ça a été un plaisir. Puis tu n'as même pas le droit de dire non. Ben OK, je les accepte. C'est sur caméra. Merci beaucoup. Merci à toi.